La revanche tant attendue entre Ousmane Nurmagomedov et Paul Hughes au PFL va-t-elle donner lieu à un combat aussi indécis et serré que le premier en janvier dernier? Quels combats vont nous régaler en plus du main event et du co-main event sur la bouillante carte de l'UFC 320 à Las Vegas? C'est le 28e épisode d'Aldric Enerby. Générique. Salut à tous, bienvenue sur Jab Live pour le 28e épisode d'Aldric Enerby, le deuxième épisode cette semaine. Semaine spéciale puisque lundi, Aldric était avec moi dans les studios Recordia à Nice et maintenant j'ai dans mon écran. Il est à Montréal. Comment ça va, monsieur Aldric Cassata, depuis la belle province? Bonjour à tous, salut mon Alex. Écoute, ça va bien. Il est très tôt là, il est 7 h du matin. Et entraînement à 10 h, donc on a le temps, on est bien. On est très bien. Vous voyez, quand Aldric Cassata est à Nice, il porte pas un maillot de l'OGC Nice, mais quand il est à Montréal, il porte un maillot de l'OGC Nice. Il représente sa ville de l'autre côté de l'Atlantique. On prend la tangente à chaque fois. Là où on ne m'attend pas, moi, Alex, là où on ne m'attend pas. Un petit mot sur, ça fait quelques jours que tu es là-bas, là. Comment ça va pour Manon? On rappelle le combat contre Jasmine Jasudavicius. Ce sera le 18 octobre. Tout se passe bien, la prépa, elle est au top, Manon? Ouais, franchement, oui, super travail. Beaucoup de chance. Hier, on a eu la chance de débriefer un peu et de travailler le game plan avec Firas, avec Ryan Hall, dont j'ai fait la connaissance, qui est vraiment c'est pas qu'un formidable grappeur, c'est vraiment un mec qui a compris euh, vraiment beaucoup de choses en MMA. Et pour ceux qui connaissent pas, il est en 5-1 à l'UFC dans des KT qui sont pas forcément la sienne parce qu'il a plus une gueule de 61 que de 70 et 66. Et sa seule défaite, c'est Ilia Topuria. Donc je pense qu'il y a pire quand même. Donc super travail avec et super ouais, c'est très 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 bon échange avec Ryan Hall hier. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va rebosser un peu ensemble aujourd'hui. On vous l'avait dit lundi, Aldric. On va faire ce deuxième épisode d'Aldric Enerby de la semaine en deux étapes. On va faire l'UFC 320, les autres combats, puisqu'on vous a fait la preview du main event. Alex Pereira, Magomed Ankalaev pour la ceinture des moins de 93. C'était lundi. Le co-main event, Merab Valishvili, qui remet sa ceinture des moins de 61 en jeu contre Cory Sandhagen. C'était aussi dans l'émission de lundi. Mais la carte est tellement dense et tellement folle qu'il fallait prendre le temps pour parler des autres combats. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer aussi par l'autre gros combat de la semaine, l'énorme combat de la semaine. Il est aussi gros que beaucoup des combats qui sont sur la carte de l'UFC pour le coup. Ce sera au PFL Champions Series 2. C'est ce vendredi à Dubaï. Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes, le 2, après leur premier combat il y a quelques mois, pour le titre lightweight, donc des moins de 70 du PFL. Aldric, je voulais entamer par un premier débat là-dessus, avant de rentrer dans le combat en lui-même, et on parlera aussi du 1, parce qu'il avait beaucoup fait parler sur la décision. Mais au moment où on enregistre, on est à un jour et demi du combat. Je vois rien. Je vois pas de face-off. Je vois pas de belles conférences de presse. C'est le plus gros combat que peut faire le PFL en ce moment. Et j'ai l'impression qu'ils font pas de promo dessus. Il n'y a pas un gros raté là quand même, quand tu as une affiche aussi belle après un premier combat aussi spectaculaire qu'on avait eu, de quasi pas exister en fait sur cette affiche. Mais en fait, j'essaie de réfléchir à ce qui manque à cette organisation, mais je pense que c'est les canaux de com, les community managers et peut-être aussi les chaînes de télé choisies. Parce qu'en fait, je me rends compte que DAZN, pareil, je ne vais pas leur faire de la pub, mais si tu t'intéresses à leur offre, c'est une chaîne qui a énormément de qualité. Et je dis pas ça parce que je suis franco-italien, il y a le championnat de football italien, il y a plein de choses, et en fait, on n'entend même pas parler. Et voilà, je pense que c'est un problème commun, en fait, de le- tout ce qu'il y a autour du PFL, son écosystème, en fait, et qui est beaucoup trop discret. Et les chaînes avec qui ils travaillent, et leur promo sur les réseaux sociaux, et un ensemble de choses, et tu as raison. Quand tu regardes YouTube et quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, c'est très focus sur Ankalaev PRA et on oublie Hughes Nurma, alors que c'est un combat d'anthologie et que moi je sens la dinguerie arriver en plus. Et tu vois, je regardais en même temps. En même temps qu'on discutait, j'allais sur les réseaux. Bon, je suis allé sur le compte X du PFL, PFL Monde, hein, là on parle. Euh, ils ont Donc je disais pas de face-off, ils ont un face-off aujourd'hui. Ils ont le dernier face-off entre Hughes et Norma. Bon, bah leur post, il fait 10 likes, quoi. Tu vois, c'est partagé par personne. Tu vois, t'as pas C'est ceux l'impression que qui- ça prend. le boulot est fait, mais ça manque de relais et j'ai l'impression que l'équipe, c'est pour ça que je me suis permis de parler de CM et tout, c'est pas que la télé. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont pas super bien travaillés. Et honnêtement, j'ai pas un degré d'expertise suffisant pour t'expliquer pourquoi, mais c'est un constat. C'est tout passe inaperçu. Même des combats hyper intéressants, ça passe complètement à la trappe. Personne n'est au courant de la carte.
Est-ce que c'est aussi un souci de diffusion? Parce que ce ne sera pas aux horaires américains, donc ils ont laissé tomber là-dessus, parce qu'on sait qu'ils sont exigeants quand même, les Américains sur ça. Quand c'est pas à leurs horaires, ils s'en désintéressent totalement. On avait vu les chiffres de Francis quand il avait pris Ferreira. Donc, je sais pas. En fait, ou c'est vraiment une faute, ou c'est volontaire, parce qu'ils ont déjà fait le deuil de l'event compte tenu des horaires diffusés. Encore plus, ben, Hughes, Nurmagomedov, c'est un combat qui va intéresser les Européens, qui va intéresser fortement les Européens, et c'est à des horaires qui, pour nous, sont cool. Donc, tu avais un beau boulot, je pense, à faire là-dessus, et j'ai l'impression d'en rater. Et moi, j'en ai fait un tweet en début de semaine, Aldric, là-dessus, en disant, ouais, il rate un truc sur ça, et dans les réponses, j'ai eu plus d'une personne qui m'a dit, merci, je découvre qu'il y a le combat vendredi. Les mecs le savaient pas. C'est ça. Personne personne n'est au courant. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et pourtant, il y a des sacrés combats, vraiment. Ouais, ouais, et on va en parler. Donc, on va commencer par ce Hughes Nurmagomedov 2, bien entendu. Un petit retour sur le 1, Aldric, parce que c'est intéressant à plein de niveaux. C'était en janvier dernier, c'était déjà à Dubaï. Et on rappelle, victoire de Ousmane Nurmagomedov, avec deux juges qui avaient donné 48-46, puisque Ousmane se fait retirer un point pour un coup bas à la troisième reprise, et un juge qui avait donné un nul 47-47. Quand tu vas sur MMA Décision, tu sais qu'on le fait souvent maintenant dans le show pour voir ce que pensent les fans de tout ça. Les fans, le score qu'ils mettent le plus, c'est le 47-47. C'est le draw. Derrière, tu as Nourma le deuxième score, c'est Nourma qui bat Hughes. Mais le troisième est pas très loin de Nourma qui bat Hughes. C'est Hughes qui bat Nourma. Et les trois, sur leur petit croquis, c'est leur petit camembert, c'est quasiment à égalité. Entre nul, Nurmagomedov qui gagne, ou Paul Hughes qui gagne. Et c'est même Paul Hughes dans ce camembert-là, puisque ça, c'est pas les scores, c'est juste dire est-ce que vous voyez un gagnant ou un machin. Et ben c'est Hughes qui a le plus de pourcentage. Donc les fans voient plus Hughes s'être imposé dans ce camembert-là. Qu'est-ce que tu te souviens de ce combat et comment tu le juges, toi, comment tu le jugeais sur le moment et comment tu le juges avec le recul? Je l'ai re-regardé hier pour préparer l'émission. Ça reste très serré. Moi, globalement, je vois quand même Nurma sur les faits les plus marquants et sur la domination. Maintenant, j'ai essayé de le regarder. Il y a pas ou peu de dégâts quand même sur ce combat. Et c'est vraiment l'interprétation. Moi, sur la globalité du combat, j'ai tendance à mettre Ousmane. Le nul est pas super choquant, mais je vois pas Hughes gagner quand même. Même si ça reste très serré. Et la meilleure preuve, c'est que Nurma, il en voulait pas de ce combat. Il commençait à dire oui, il doit faire ses preuves, il doit en gagner deux ou trois. Et au final, Khabib, et c'est pour ça que je te dis, moi, je sens la dinguerie arriver sur ce fight parce qu'il y a une dissonance vraiment importante entre ce que ressent Ousmane et ce que dit Khabib. Et du coup, je pense que il doit avoir une pression de barjo aujourd'hui. Mais pour revenir à la question que tu m'as posée, non, je ne vois pas Hughes gagner quand même sur ce premier affrontement. Non, je suis assez pareil que toi. Je peux carrément entendre le nul, par contre. Avec ce point de Ouais. déduction, ça C'est peut pas s'entendre. choquant. Mm. Mais je vois plutôt Norma quand même aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par je sens la dinguerie là? Bah, je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu sens une possible victoire de Hughes parce que Norma l'aborde mal ce combat. C'est ça que tu veux sous-entendre aussi? Je pense qu'il a une très grosse pression. Il a une très grosse pression parce que justement, c'est un peu Khabib qui a poussé pour l'avoir avec le PFL, que lui, il n'en voulait pas. Je pense qu'il est plus fort que Hughes. Je vais être honnête avec toi. Je pense que il n'était pas prêt. Moi, je l'ai vu sur la fin de son run à l'UA Warrior, où il combattait en même temps que Manon sur deux ou trois events. Et la première phrase que j'avais dit, c'est à l'UFC, il va se faire monter en l'air. Et je pense que ma phrase, elle avait été comprise. Et surtout, les Khabib étaient du même avis. Et je pense que c'est pas innocent qu'il ait envoyé au Bellator d'abord et au PFL après. Parce que regarde, même qu'il y avait Islam à ce moment-là, il aurait très bien pu se dire, ouais, mais attends, il y a 90 mecs, on va pouvoir prendre notre temps. Et le temps qu'Islam monte, il aura fait ses dents. Non, il n'était pas prêt. Et je le pense sincèrement parce qu'il a un jeu quand même risqué, où il reste beaucoup debout, où du coup il peut se faire lutter parce que quand tu boxes, il n'y a personne qui. Si tu défends la lutte et que tu te contentes de contrer en voulant lutter comme Khabib, tu es très dur à mettre sur le dos. Mais si tu prends des risques et que tu boxes, c'est quand même beaucoup plus facile. Et du coup, il a un jeu très ouvert. Et là, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Il est extrêmement fort et au moment où on se parle, je pense qu'il est plus fort que Hughes. Mais il y a une pression de son côté qui n'est pas très ressentie parce que je te dis, l'event, il passe complètement à l'as médiatiquement, mais
Ouais, là, il y a une très, très grosse pression et je sais pas il va pouvoir s'exprimer à 100%. Et tu as raison de parler de son style, parce que pour ceux qui suivent moins le PFL et avant le Bellator, le Nurmagomedov, c'est pas le même hein, que Khabib ou que Islam Makhachev. Une base beaucoup plus en kickboxing. C'est quelqu'un qui va beaucoup plus jouer le combat debout et le striking. Donc, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques pour le coup. Tu parlais de ça, c'est quand même marrant. Je voulais digresser là-dessus avec toi. Islam Makhachev, il monte. On le sait, 15 novembre, Madison Square Garden, il affronte Jack Della Maddalena pour le titre des moins de 77. Après ça, là, je ne sais pas où il en est contractuellement, Ousmane Nurmagomedov, mais t'aimerais bien le voir à l'UFC? T'aimerais bien le voir essayer d'être le troisième du clan à essayer d'aller conquérir la ceinture en moins de 70. Et est-ce, quel niveau tu lui mettrais s'il était aujourd'hui à l'UFC? Jusqu'où il va, à ton avis? Moi, pour l'instant, aujourd'hui, je le vois pas, je le vois à peine top 15 parce que je suis pas encore convaincu par l'adversité et même si je pense beaucoup de bien de Benson Anderson, je trouve qu'il a pris un moment de sa carrière où il était vraiment sur la fin, tu vois? Et du coup, et pareil et en fait, j'ai du mal à situer Hughes. Je vois une très belle marge de progression. Je trouve que la défaite, contre Morgan, elle a très bien vieilli pour Morgan, mais je suis quand même, ce passage une caté au-dessus, sans avoir affronté vraiment je te dis la vérité, le niveau des 2 je m'interroge. Je pense que Hughes est fort. Il est très médiatisé aujourd'hui parce qu'il est irlandais et que, là-dessus, c'est lui qui fait bien sa com, en fait. C'est pas le PFL, c'est lui qui fait bien sa propre communication. Maintenant, quand tu vas, parler, du top 10 des lightweight, je suis pas convaincu du tout. Hein, je vois ce que tu veux dire totalement. Après, je disais tout à l'heure, hein, c'est le plus gros combat que peut faire le PFL aujourd'hui, à mon sens, dans le sens où le premier était top. Et donc, tu as vachement envie de voir la revanche et que le niveau était très équilibré dans ce premier. Mais ça ne veut pas dire qu'en effet, ces deux mecs-là seraient dans le top 10 UFC. Et je partage assez avec toi. Peut-être ils en ont le potentiel. Un Norma peut avoir le potentiel de grimper. Mais il y a quelques mecs que tu lui mettrais en face aujourd'hui, et même un peu au-delà du top 10. Hein. Mais moi, même un Benoît en forme en face, je suis pas sûr. Hein. Pas sûr que ça passe. Je sais pas, il faut, vraiment, tu sais, le niveau de quelqu'un, c'est sa réponse à des problématiques, dans l'adversité et pour le moment, si tu le vois s'entraîner, tu as déjà des réponses, tu as déjà des indicateurs. Chose que je n'ai pas fait, je j'ai pas vu son camp. Donc, les seules réponses que je peux avoir sont dans la cage et même s'il s'en sort très bien contre Hughes, malgré la pression, que Khabib lui a mis sur les épaules, hem, c pour te dire si à l'UFC ça va au-delà du top 10, top 15, globalement, il y a des mecs qui peut taper, je suis honnête. Mais, mieux pour le moment, je sais pas parce que je te dis, c'est cette problématique. Il y a des mecs en face qui te posent des problèmes de rythme, de pression. On a vu quand même Hughes et je te dis, à 66, OK, il monte à 70, il a pas un gabarit de fou, il le met quand même, bah, il lui pose des problématiques et lui met dans une difficulté très importante en mois de janvier. Heu, ouais, regardons attentivement vendredi, mais je reste sur ce que je dis, il monte doucement, doucement dans ces échelons mondial et pour l'instant, je suis plutôt, du côté de ce que je pensais à son époque, Warrior, c'est-à-dire, prudent. T'as revu le combat pour le préparer. Quelles adaptations, puisque c'est à Hughes d'aller chercher, il avait pas réussi à détrôner Ousmane en janvier. Quelles adaptations tu penses que Hughes peut faire pour faire basculer le combat de son côté pour le coup? La gestion de la distance et les feintes, je pense, parce que il est quand même, c'est un petit taureau, Hughes, tu vois? Ça a posé beaucoup de problèmes à Nurma parce qu'il lui est rentré dedans, en fait, littéralement et il a réussi quand même à faire des dégâts, même si, pareil, dans mon inconscient, dans ma mémoire, je pensais qu'il avait touché plus que ça, tu vois? Hem et là, en regardant le combat, oui, il y a de l'envie, il s'est propulsé vers l'avant, il y a plein de trucs intéressants, mais c'était pas non plus, tu vois? C'était pas non plus hyper significatif donc je pense que sur la gestion de la distance, il était très en retard sur le 1er combat. À voir comment il a travaillé ça parce que là, c'est clair et net qu'ils ont bossé le clan Khabib de l'autre côté donc sur ce côté un peu taureau, ils vont répondre. Moi, je pense que ça va répondre par le clinch de Muay Thai et une lutte plus adaptée pour, le fatiguer. Maintenant, on verra mais je pense que Hughes, il faut vraiment
se soit réinventé là. Parce que oui, ok, la pression, c'est la pression. Mais si tu le laisses dérouler son jeu, la pression, elle va partir après. S'il a gagné les 2 premiers rounds, il va se sentir bien et ça peut même jouer dans le sens contraire. Donc il faut qu'il arrive à le laisser dans les profondeurs. S'il prend le premier et le deuxième round, ça peut être une catastrophe, mais ça va nécessiter beaucoup d'adaptation, notamment au niveau de la gestion de la distance. Moi, je vais te dire, j'ai le sentiment que, en l'ayant vu aussi, que le clan de Ousmane et Nurmagomedov avec Khabib derrière a plus de capacité à s'adapter que le clan Hughes, à faire des adaptations pour ce deuxième. Et j'ai un scénario en tête où Ousmane en fait domine pas mal cette revanche vendredi soir. Je peux me planter total, mais j'ai un feeling comme ça, Aldric. Ben, la pression, elle y est, elle est énorme. Donc, s'il se fait toucher d'entrée ou si ça ne se passe pas comme prévu, ça peut vraiment. Et je pense que s'il y en a bien un dans le clan de Nourma qui a un peu plus de mal sur cet aspect, c'est lui. Maintenant, tu as raison. C'est-à-dire que si ça se passe très bien dans les 2 premiers, je pense que c'est ligne droite, autoroute et il ne voit pas le jour, Hughes. Ouais, non, je peux partager ça aussi. On va parler du reste de la carte, Aldric, parce que c'est hyper intéressant aussi. Le main event, Oh oui. le co-main event, c'est aussi une ceinture en jeu, la ceinture des moins de 93. Alors, parenthèse, on vous en a déjà parlé lundi, mais c'est très bien pour le coup, le PFL. Ça, ils ont fait une chose bien, c'est que maintenant, ils ont mis des vraies ceintures qui vont pouvoir voilà, se défendre. C'est pas juste le vainqueur du tournoi qui prend une ceinture et puis tu sais plus où il est après. C'est le début de l'instauration de cette hiérarchie plus claire pour s'y retrouver. Donc, le co-main pour chez les moins de 93, c'est Corey Anderson contre Dovlet Yakhshi-Muradov. Il t'intéresse ce combat? Une revanche. Ouais, Oui. exactement. En fait, c'est une revanche et c'est super intéressant parce que moi, je te dis ce que j'en pense. Il est arrivé, alors je vais pas, je t'ai laissé écorcher le nom, je vais pas en faire plus, hein. Moi, vous savez que j'ai du mal avec ça, on va l'appeler Dovlet. Moi, je le suivais de son époque ACA, ACB et j'étais super content pour une fois qu'il y ait un transfert. C'est-à-dire qu'on sait normalement que ses talents, vous savez que moi, je regarde de façon très assidue cet organe qui s'appelle plus ACB, qui s'appelle ACA parce que je trouve le niveau exceptionnel et j'aime bien. Ils ont de l'avance, ces combattants du Caucase, sur certains mouvements de lutte et de grappling adaptés. C'est vrai que celui qui aime le striking, c'est pas forcément l'organe qu'il faut regarder à 100%, mais bon, bref, moi j'en suis un fervent spectateur et fan. Et quand il a été transféré au Bellator, j'étais très, très, très hypé. Donc le combat contre Corey Anderson, je l'ai regardé, il s'est fait rouler dessus, même si c'est un grand pound round 3. Après, Corey Anderson, c'est très fort. Il venait d'arriver de l'UFC, si je dis pas de sottises à ce moment-là. Et du coup, c'est ça. Il venait de perdre contre Blachowicz. S'il avait tapé Melvin Manouf à coup de coude, et derrière, il prend Dovlet. Voilà, c'est exactement ça. Et derrière, il prend Bader, pour ceux qui suivent. Donc là, on parle d'un Corey Anderson qui était à son top du top. Lui, derrière, il repère contre Karl Anderson, qui est suédois, mais je pense que c'est plutôt la déception, tu sais, de- qui a fait ça, parce que je trouve un niveau d'écart moi, entre Alberson et le reste. Et depuis ça, il fait un run monstrueux. C'est-à-dire qu'il est sur 7 victoires euh, Bellator PFL. Et je pense, et en plus, des trucs assez intéressants, tu vois, Impact comme pas ça, il le finit. Il y a pas mal de finish dans ce qu'il fait. Il est beaucoup plus agressif qu'auparavant. Donc, ouais, j'attends ce combat avec impatience, surtout que je pense que le Corée, c'est plus tout à fait le même, en plus. Et Dovlet, moi aussi, je vais pas écorcher deux fois le nom, Aldric. Mais Dovlet, ouais, il arrivait à ce moment-là de l'Acier. Hein. Il arrivait au Bellator, c'était son premier combat, lui, contre Corey. C'était en 2021, donc c'est une revanche 4 ans plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des gros progrès. Il a gagné, tu l'as dit, il est sur un gros run. Il a gagné le tournoi l'année dernière. Cette victoire contre Impa, c'était en finale du tournoi dans cette KT. Ouais, j'ai l'impression ça va plus s'équilibrer par rapport à ce qu'on a vu il y a 4 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, si tu te contentes de faire comme sur les sites de Paris, les datas, Corée, tu te dis, mais non, et ça va, c'est la même chose. Corée, il est sur un run de ouf, et sa seule défaite, c'est Vadim Nemkov. Donc, je pense qu'il y a pire que ça. Cela étant, il y a les chiffres, les faits qu'on est en train d'analyser, et il y a ce qui se passe dans la cage. Moi, je continue à dire que quand bien même tu bats Phil Davis sur une split, Karl Moore et Goltsov en Grand Pound, je trouve que c'est moins dominant qu'à cette période. Moi, j'étais assez déçu qu'il parte de l'UFC parce que je trouvais que c'était un mec qui avait un très gros potentiel.
Là, je trouve que c'est un peu moins. Et je te dis ça sans avoir regardé son âge. Je vais te le dire tout de suite, 36 ans, ce qui est très jeune malgré tout, enfin ce qui est jeune pour un light heavy. Mais je pense que ça va être un combat qui va nous donner de la satisfaction et qui risque d'être beaucoup plus serré que ne l'avait été le premier. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre sur la main card? T'as raison, cet événement, au-delà du Yus Nurmagomedov, il est super cool. On a du Magomedov contre Sergio Pettis, on a du Archie Colgan contre JJ Wilson, Cartwright contre Kaolan Loufran, qui avait un autre adversaire. Et le combat a été changé. Malheureusement, pas d'Azael Adjouj, qui devait être sur la carte, mais qui finalement a dû se retirer. Qu'est-ce qui Je te. sais. Ouais. Qu'est-ce qui te branche sur cette carte? On en a parlé déjà lundi, on en redira un mot, le Pouya Ramani contre Slim Trabelsi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui te branche? Déjà, le premier combat, c'est un Français. On soutient et surtout, ce combat, il est assez spécial dans la mesure où, ok, Baben, je vous l'ai dit, c'est pour moi l'un des meilleurs middleweight euh, français de très loin. Et le mec est monstrueux. Je rappelle que sur son run Bellator, sa seule défaite, c'est Costello Vancenis, qui est aujourd'hui la ceinture. Il est sur un run quasi parfait. Là, le combat, il est assez bizarre. On a parlé, alors malheureusement pour moi-même et mon équipe, on a parlé d'Abdullah Doragimov il n'y a pas très longtemps. Et là, en fait, il prend Jara. Mm. Jara, c'est le mec qui a tapé Abdul quand il était à son gap au Brave. Donc, le combat est intéressant. Bon, Jara va monter de Walter en middle. Baben, c'est costaud. C'est un gros middleweight. Moi, je vois euh, Grégory s'imposer, mais c'est hyper intéressant. Puis, je rappelle, oui, il a 41 ans, Grégory Baben, mais pour l'instant, son run, il est irréprochable. Et sa seule défaite, c'est contre le champion actuel. Donc, je pense qu'avec une victoire assez spectaculaire, c'est le premier combat de la soirée contre Jara. Il peut se repositionner, même si on est quasiment sûr que Costello il va faire une revanche. C'est quasi évident et on peut rien y faire parce qu'il y a énormément de médiatisation sur ce combat. Je pense quand même que Greg peut se replacer assez vite dans la course à la ceinture avec une victoire avec la manière. Donc déjà, oui, c'est mon premier euh, combat, il est ouf. Et je te dis, même si à 100% Eblen, il va faire la revanche contre 21, je pense que Baben, il peut, en gagnant celui-là et en regagnant celui d'après, on peut avoir un Français qui fait la ceinture du PFL aussi dans quelques mois, même s'il a 41 ans. Et Jara, t'en parlais à Alcivio Woulaoui, hein, pour ceux dont le nom évoque quelque chose. En effet, il y a cette victoire sur Abdul au Brave et aussi une défaite contre Abdul, puisqu'il y avait eu la revanche juste après. C'est aussi un adversaire qu'aurait dû affronter Cédric Doumbé à un moment. Sur la carte, c'était quand il était prévu, Cédric d'Atlanta au PFL pour ses débuts au PFL en 2023. Finalement, le combat s'était pas fait. Il a affronté du monde, hein, au PFL, genre les Magomed Oumalatov, les Sadiboussi. Bon, il y a eu pas mal de défaites aussi, mais c'est un client. Et c'est un bon test aussi pour Greg, comme tu dis, pour pouvoir se projeter en cas de victoire derrière sur quelque chose d'intéressant et un run intéressant dans les hauteurs du PFL. Tu vois, lapsus Bellator. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, vraiment, la carte est intéressante. Pareil, il y a l'Albanais, juste 2 combats après, Florim Zendeli, qui est sur un très très beau run en 1 en Walter, qui est arrivé et qui a tapé du beau. Alors, moi, j'avais regardé parce qu'il avait tapé, avant d'arriver au Brave, il avait tapé Vladimir Holodenko. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un adversaire qu'on a croisé avec Axel Sola lors d'un Brave Allemagne, un champion du monde de kick. Je me rappelle, on était en Allemagne chez lui et derrière, il tape Holodenko au 4e round, combat assez serré. Donc je me dis, tiens, Axel, il a quand même fait beaucoup mieux. Mais derrière, il bat Jack Grant en split. Et Jack Grant, c'est un gros problème. C'est un mec vraiment très fort. Donc pareil, je surveille cet Albanais parce que c'est fort. Et donc, c'est un combat qui m'intéresse. Derrière, évidemment, la revanche du combat de grappling. Slim Trabelsi en 8-0 qui va affronter Pouya Ramani en 4. Et on sait que c'est Pouya qui a un peu l'avantage psychologique puisqu'il a gagné leur opposition en grappling. Cela étant, je pense qu'en striking, il a fait beaucoup de progrès, Slim, et ce ne sera pas le même combat. Donc, très intéressé. En plus, ça valorise un petit peu notre jab culture poids lourd, puisqu'on
On avait parlé des deux, rappelle-toi. Donc, c'est un combat qui me paraît extrêmement intéressant, déjà. Et qui est pareil, tu sais, dans cette catégorie poids lourd, on a entendu qu'il y aura il y a la ceinture entre Nemkov et Ferreira qui se disputera au PFL Lyon. Ce sera le 13 décembre en France. Mais dans cette caté, où c'est comme dans toutes les catés poids lourds de tous les organes, hein, il y a pas, c'est pas les catés les plus fournis. Avec un run qui commence à se faire intéressant du côté de Slim, en cas de victoire, pareil, tu peux te projeter dans pas si longtemps sur un Slim qui commencerait à toquer à la porte des gros combats intéressants dans la caté, voire de devenir challenger pour le titre s'il enchaîne des victoires, tu vois, Aldric. C'est ça? Non, non, combat hyper intéressant. Et moi, j'ai envie de voir ce fameux Pouya Ramani qui a servi de sparring à beaucoup de gens, notamment à Cyril, et dont tout le monde vante un petit peu la lutte et le grappling. Très intéressé de regarder ça. Très, très intéressé. Le... Derrière, Vas-y, vas-y. derrière, on a quand même Kaolan, le fils de Taylor Lapillus, qu'on avait vu et qui est quand même un solide. Franchement, Taylor, il a joué au papa avec lui, mais ok, derrière, il a été que de l'UFC, mais ça reste un très, très, très bon combattant. Et l'opposition Irlande-Angleterre contre Jack Cartwright, je la trouve super intéressante. Un peu. Non, non, vraiment, ça, c'est un combat qui paye pas de mine, mais qui est très intéressant. Ouais, complètement. Et oui, Kaolan, hein, pour tous ceux qui s'en souviendront, voilà, on se souvient du combat contre Taylor et puis de son histoire d'amour avec le public français. Voilà, ils ont partagé beaucoup ensemble. Il y avait aussi le Archie Colgan, hein, toujours invaincu. Ah oui, attends, ça, c'est un combat de fou. Ouais, Ça, c'est un combat de fou, Alex. Là, j'attire l'attention. En lightweight, le rooster commence à être très sympa du PFL. Et ça, c'est un très, très bon combat, puisque je rappelle, JJ Wilson, c'est fort. Sa seule défaite, c'est à la décision. Il a emmené Gadzhi Rabadanov, qui est aujourd'hui la pépite, entre guillemets, du Bellator. Je rappelle d'ailleurs que sa dernière défaite, c'est contre Mehdi Dakev. Non, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a perdu, il a perdu cette année, même si c'était un combat très serré qui a déclenché beaucoup, beaucoup de polémiques contre Alfie Davis. Sa seule vraie défaite, parce que contre Alfie, c'était quand même très serré, c'est contre Mehdi Dakev. Mais cela étant, très fort, il a fait la décision contre Aljamain Sterling en grappling. Euh, donc, ouais. Et donc, il sera opposé à Archie Colgan, qui est une des pépites invaincues du PFL. Donc, ouais, pareil, combat très, très intéressant. Archie Colgan qui avait battu Mansour en juin 2025, pour ceux qui. Et Thibaut Routy, donc, qui est un French killer, qui est vraiment une des pépites de l'organisation. Donc, ça aussi, c'est un combat très intéressant. ouais, et Mansour, d'ailleurs, J.J. Wilson aussi avait battu Mansour, ça c'était en 2023. Mm. Donc c'est quelqu'un qu'on a déjà vu pour ceux qui suivent le MMA français. Il devait y avoir un combat d'ailleurs contre Gadzhi Rabadanov, la revanche, qui avait été annulée finalement. Franchement, ça va être un des combats. Moi, c'est un des combats que j'attends le plus sur cette carte, hein. Il peut donner un super spectacle, ce combat-là, Aldric. Ouais, ouais, mais je te dis, la carte est béton. C'est du premier combat de la prélim où on a Grégory Baben. T'imagines quand même que sur cette carte, alors, c'est pas vraiment une demi-finale mondiale, soyons honnêtes. La suite va beaucoup dépendre, pardon, de la manière dont Greg va gagner ce combat. Mais c'est un combat avec beaucoup d'enjeux, où il peut se replacer très rapidement dans le top 3 de la catégorie middleweight. Et toute la carte suit un petit peu comme ça, même s'ils ont saupoudrer un petit peu avec quelques locaux pour générer un certain intérêt. Puis on commence aussi à se rendre compte beaucoup de l'empreinte de Khabib dans cette ligue, en fait. On s'en rend vraiment compte, puisque dès le deuxième combat, pareil, Zenoukov, que moi j'ai suivi aussi, pour rappel, il avait fait un combat de grappling contre Tsaroukian qu'il a perdu. Et c'est pas moi, hein, il va dire, il ramène tout à lui, Aldric, mais il avait aussi perdu pour la ceinture du Eagle MMA contre Mehdi Dakaev, très très bon combattant qui avait battu Damien Lapillus à l'UAE Warrior, et excellent striker avec une bonne lutte. Donc, c'est Khabib a mis on voit que son orga a fermé, Gorilla qui est devenu Eagle derrière, et aujourd'hui le PFL et l'UAE Warrior d'ailleurs sont vraiment des pourvoyeurs de talent, et toute l'équipe Nurma commence à l'UAE et enchaîne avec le PFL en ce moment, et ça fait des combattants vraiment talentueux. Donc, hâte de voir
parce que vraiment, il y a un très gros mix entre prospects, combattants aguerris, stars entre guillemets en devenir, et cette KT poids lourd aussi, où il y a deux des plus gros prospects pour moi de la KT. Donc, ouais, très intéressant. Et le dernier combat sur la main card dont on n'a pas parlé, c'est le Magomed Magomedov contre Sergio Pettis. C'est un combat qui peut intéresser, je sais, quelqu'un dont tu as parlé déjà depuis le début de l'émission, Taylor Lapillus, qui s'était chauffé un peu avec Sergio Pettis après ses débuts au PFL. Et vu le niveau de Taylor, on sait qu'il va rapidement pouvoir avoir les grands noms dans cette KT des moins de 61 au PFL. Donc, je pense qu'il aura un œil aguerri sur ce combat-là pour des possibles adversaires en 2026, par exemple, du côté de Monsieur Taylor Lapillus. Moi, je pense qu'il peut battre les deux, même si je préférais le voir contre Sergio Pettis, parce que là, je suis sûr qu'il fait une masterclass. Magomedov, c'est bien, mais ça reste un bourbier, hein. C'est vraiment des combats compliqués. Je rappelle qu'il avait emmené Pachimix en eau vraiment trouble euh, la deuxième fois. La première, il prend une guillotine. Il a battu Dani Sabatello. C'est lui la seule défaite de Sarvajon Kamilov, qui était pareil, une pépite un peu du PFL. Euh, Même si je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé en 2023. Sa victoire contre Pecci a été overturned. Donc, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu sombre pour savoir exactement. Je sais qu'il y a une question de dopage, mais, j'ai pas la substance et ce genre de truc, j'ai pas tout. J'ai pas tous les éléments. Mais sur le papier, en tout cas, c'est la seule vraie défaite de Kamidov. Donc, ouais, très très belle carte. Très très belle carte. Ouais, ouais, non, rendez-vous vendredi soir, c'est à Dubaï. Comme je vous disais, c'est 2 heures plutôt européennes. Ce sera sur DAZN, donc à retrouver. DAZN, Là qui est avantagé, là. ouais, exactement. C'est l'UFC 320, ce sera pour toi, mais celle-là, elle est pour moi. Ce sera en plein après-midi pour toi à Montréal. Et ce sera sur DAZN, je le disais. Et tu as raison, hein, moi, je peux apprécier beaucoup de choses que font DAZN. Sur ça, pareil, ça manque de com, hein. T'as un Hughes Nurmagomedov sur RMC. C'est pas parce que c'est mon ancienne maison, mais ils auraient bastonné vachement plus en com, pour le coup. C'est évident. Non, mais Alex, cette chaîne, moi, je m'y intéresse vraiment et je la regarde depuis 2 3 ans. C'est intéressant et les idées sont bonnes en plus. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement boulot, ils font du bon travail. Il y a des podcasts, très peu de chaînes font ça. C'est-à-dire qu'ils te font beaucoup d'émissions, que ce soit dans le football et dans le basket notamment, puisqu'ils La ont boxe aussi. La boxe aussi. l'Euroleague et la boxe. Ils font des podcasts hyper intéressants pour t'expliquer les tenants et les aboutissants des événements. Il y a plein de trucs bien sur DAZN. Par contre, la com, bah, c'est une catastrophe. Et je vais quand même leur mettre un deuxième petit tacle, même si j'en pense du bien, c'est les commentaires. Les commentaires, quels que soient les sports, c'est pas facile. C'est pas facile. Exactement. Et je partage avec toi pour le coup. On ferme la page PFL, donc rendez-vous ce vendredi soir à Dubaï. Avant d'ouvrir la page de l'UFC 320 et du reste des combats, hein, outre le main et le co-main dont on vous a déjà fait la preview lundi, un petit clin d'œil, mais on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Je ne sais pas dans quel format, ce sera dans le Aldric NRB, si on consacrera une émission. On est en train de réfléchir à tout ça, les gars. Mais sur les IMAF, sur les championnats du monde amateurs qui se déroulaient en ce moment. Et quand je dis on n'a pas tous les résultats, parce qu'au moment où on enregistre, on est un jour de finale pour les Français. Il y aura 2 finales aujourd'hui. Et au moment où on enregistre cette émission, bah, on n'a pas ces résultats. C'est Myriam Benada en moins de 52 kilos et Mehmet Boran, dont vous avez parlé quand on avait fait la MMA League sur les images il y a quelques Les mois. deux d'ailleurs. Ouais, exactement. Qui est en moins de 70, lui, chez les poids légers, en senior pour les deux. Il y a un titre déjà en junior. Fabien Glel. Glele, ouais, qui est champion du monde IMAF, donc en junior en moins de 79. Et 4 médailles de bronze aussi. Kenji Gond, qui est chez toi, Ouais. chez les juniors en moins de 74. Adel Heredir chez les juniors aussi en moins de 79. Jérémy Dédé chez les plus de 97. Et Johan Morero chez les moins de 83. Encore une belle moisson, Aldric. On y reviendra bien la semaine prochaine, mais l'équipe de France a encore fait des belles choses du côté des IMAF. Ouais, c'était très intéressant. J'ai pas pu tout regarder. Je rattraperai ça après un petit peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici à Montréal. Mais déjà, le niveau de ces Français est magnifique, cette nouvelle génération. C'est pas une promesse, mais on va essayer de pouvoir vous faire. Alors déjà, je pense qu'il y en a certains que tu vas retrouver dans le Grand Talk. Ça pourrait être intéressant de pousser un petit peu ces mecs-là et de les mettre en avant. Et derrière, on va voir ce qui est possible de faire avec les images, si on peut récupérer quelques images et vous faire un peu un épisode comme on avait fait avec les championnats de France. Mais c'est dans le domaine du possible et réalisable, mais ce n'est qu'une promesse pour le moment. On va s'y mettre avec le sieur Herbinet.
Ouais, exactement, et tu as raison. Le line-up du prochain, il est déjà bouclé, mais pour le Run and Talk suivant, je me suis dit de toute façon, il y aura quelqu'un qui aura brillé aux IMAF, j'y tiens, donc j'aurai un invité pour essayer de faire découvrir un peu ces talents-là, parce que c'est important et c'est l'avenir aussi de notre MMA Aldric. On passe à l'UFC 320 ce week-end, le gros morceau, T-Mobile Arena de Las Vegas. Je vous l'ai dit, Ankalaev Pereira pour la ceinture des 93, Merab contre Cory Sandhagen pour celle des moins de 61. C'est déjà fait dans le Aldric NRB de lundi. Vous pourrez retrouver ça en longueur. N'hésitez pas, l'émission est bien sûr toujours disponible sur notre YouTube. Et on va s'intéresser au reste et de la main card et de la carte globale parce que c'est une carte de fou furieux, tout simplement. Alors, on va beaucoup, je vais vous donner les favoris, comme à chaque fois. Donc, qui dit favori dit Côte de Paris, monsieur Cassata. Donc, on en profite bien sûr pour rappeler que Winamax accompagne le développement de Jab Life, de Jab Culture et d'Aldric NRB. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires toujours en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes, on déconne surtout pas avec ça. Et pour les autres, on joue de façon responsable. On ne mise pas l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. On se fait un petit kiff d'adrénaline si on le veut, mais on reste responsable. Les gars, déconnez pas avec ça. Aldric, main card, on va commencer. Après, on ira voir ce qui nous intéresse, parce qu'il y en a qui nous intéressent, je sais, sur les prélims. Mais la main card, tous les combats, tu l'as dit lundi, c'est simple, tous les combats, tu as envie de les voir. Tous Ah oui. les combats, tu as envie de les voir. Donc, on va commencer par le morceau de violence de cette UFC 320. On est chez les moins de 93. Jiri Prochaska contre Khalil Rountree. Là, ça va envoyer fort. Je te donne les cotes et puis on parle du combat en lui-même. Jiri Prochaska, 1,49. Khalil Rountree, 2,25. Qu'est-ce que tu dis de ce combat, mon Aldric? Ça va envoyer lourd, à mon avis. Bon, alors déjà, je redis, je pense que les deux vont se retrouver sous perfusion à l'hôpital après le combat, ça c'est une certitude. Et après, je vais encore faire mon cas social, mais je suis pas d'accord avec les. Je pense que Rountree, moi, c'est la kryptonite de Jiri. Voilà ce que je pense. Parce qu'il est solide, parce qu'il reste très hermétique. Rountree, c'est pas un mec. Jiri, on sait qu'il a un jeu. C'est même pas des feintes, c'est qu'en fait, tout son jeu, c'est une feinte. Il a des angles très particuliers, il utilise des coups peu orthodoxes, il a un style qui est vraiment à lui. Et du coup, sur des gens qui réagissent, voire surréagissent, il est très efficace. Euh, Rountree, c'est un bloc de pierre, en fait. Il surréagit jamais sur des feintes, il est toujours très compact. On a vu contre Pereira que ça lui a valu euh, de prendre beaucoup de coups. Et il y a quand même cette interrogation que je veux garder. Je fais de Rountree, moi, la kryptonite de Jiri, et je pense qu'il peut s'imposer dans ce combat. Euh, Néanmoins, il y a une interrogation. Euh, Ça va être une guerre, ce combat, c'est sûr, parce que Jiri, il est solide, et mon interrogation porte sur la capacité, l'intégrité physique de Rountree. Contre Jamal Hill, il n'a pas pris d'impact. Donc, il fait une décision très très facile sur 5 rounds où il prend finalement très peu de coups. Et on sait tout le bien qu'on pense de Jamal Hill, mais je sais qu'il sur ce combat, il a été surclassé. Surtout que toi, tu portes à Jamal Hill, Alex, mais en fait, là, c'est pas le même combat. On sait qu'ils vont se rentrer dedans. Moi, je pense vraiment que Rountree a toutes les armes pour faire déjouer Jiri, mais il y a un mais. Je pense qu'en termes de dégâts, il a été beaucoup plus impacté de son affrontement contre Pereira que ne l'a été Jiri, même si pourtant ils ont pris les deux le même tarif, tu vois, mais je pense que la seule interrogation que j'ai, c'est ça. Mm. Non, en fait, je te tue là-dessus. Oui, oui, en effet, pour moi, perdre contre, enfin, gagner contre Jamal Hill, ça veut pas dire. T'apprends pas grand-chose pour le coup. Parce que je pense aussi que Khalil Rountree est meilleur que Jamal Hill, clairement, pour être face à Jerry. Il y a pas photo selon moi. Jerry, tu l'as dit, c'est atypique, surprenant. Il a ce striking tu peux toujours prendre un mauvais coup contre lui parce qu'il va te chercher, comme tu dis, des angles, chercher des façons de rentrer, des façons d'approcher certains coups que tu vois pas ailleurs et qui est très difficile même à préparer en vrai parce qu'il est vraiment très atypique là-dessus. J'aime bien ton analyse quand même sur le côté bloc de glace, et en plus très résistant. On l'a vu contre Pereira où il s'en prend quand même des bonnes voilà, avant de craquer, de Rountree. Donc c'est quelqu'un qui pourrait en effet emmener Jiri, tu vois, que même si Jiri le surprend sur certains coups, bah, peut être encore là, peut être encore debout et pas tomber derrière. Alors les deux ont perdu contre Pereira, tu l'as dit. Ouais, je pense que Rountree, en effet, il en a gardé plus de séquelles que Prochaska, parce que Prochaska, c'était Et, et, l'air. et pourtant, t'imagines, mon Alex, que
Il a perdu 2 fois par KO, en plus, Jiri. Une fois par, je sais plus ce que c'était, les strikes au round 2, il me semble que c'était, en anglaise et le deuxième c'était sur le fameux, high kick. 2 fois par KO en 1 an et demi d'intervalle et malgré ça, je pense que Rountree a plus de séquelles. Ouais, là, tu vu la guerre qu'ils se sont fait, avec Rountree, c'était c'était un truc de malade. C'est le oui, c'est le celui en strike, ouais, c'est je confonds les 2 noms parce que celui où c'est au tout début du round 2, c'est le deuxième, ouais. C'est le deuxième après le high kick et Ouais. OK. Donc oui, OK, le premier je le revois à peu près. Mais pour moi, tu vois, tu sais, tu parlais de kryptonite, je pense qu'Alex Pereira, c'est un style qui va ça lui convient très bien d'avoir un Jiri Prochazka en face. Parce que dans son côté atypique et un peu fou, en fait, il te laisse des ouvertures qui, pour un mec un peu létal, avec son crochet, et ses armes en striking de Pereira, eh ben, il te le punit assez facilement, beaucoup plus facilement qu'il a puni un Rountree qui est résistant et ouais, ce côté bloc là, il m'intrigue pour ce combat-là. Mais tu peux pas, tu vois? Jiri, il est toujours tellement dangereux que Jiri peut un peu s'imposer dans ce combat-là, c'est évident. Évidemment. Non, mais c'est très serré, Alex. Ouais, ouais. Mais la cote, qui est un 60 40, voire un 65 35, hein, que tu viens de me donner, laisse à penser que c'est un combat à sens unique. Et moi, je te dis, je pense qu'ils vont se faire mal tous les deux. On va voir, parce que moi, ce que je trouve impressionnant chez Rountree, et on le sait avec Jiri, parce qu'il est arrivé, il a fait tout de suite un énorme run, alors que Rountree, on s'est un peu habitué à lui. Il a eu une présence longue aussi à l'UFC, mais il fait moins flipper, en fait, alors que je le trouve très dangereux. Et là, il y a cette puissance qui vont déchaîner les deux. Et il y en a un qui a 35 ans, l'autre qui a 32. Je te dis, je pense qu'il y a un impact quand même, des dégâts qui auraient été faits, des séquelles qui laissent à penser qu'elles sont plus importantes chez Rountree. Néanmoins, hem, cette guerre, moi, je la vois beaucoup, beaucoup plus serrée et j'irais presque sur un 50-50, hein. Moi, je te dis la vérité parce que, Rountree a des armes et il a une belle, il est dur et surtout il contre fort et on sait que des fois, Jiri, il part sur des coups, ça y est, je suis à la mode, canadienne, un peu fucké et que ça peut laisser des ouvertures et surtout que ça peut laisser une place à une punition, et Rountree pour ça, c'est très fort. Donc je te dis, moi, c'est un combat qui m'intrigue, mais pour moi, il y a personne qui va rouler sur personne. Ça va être une guerre et il y en a un qui va tomber. Tu à l'heure canadienne, mais j'ai pas encore l'accent qui est ressorti, ça va. On est bien encore, Aldric, ça passe. Ouais, non, non, combat hyper intéressant et puis on le disait, lundi, si, c'est un combat qui peut avoir des implications énormes, surtout s'il y en a un qui fait un beau finish, par exemple. Si c'est Pereira qui reprend la ceinture, il y a très peu de doute sur le fait, à mon avis, que ce soit Hulberg qui soit le challenger parce qu'il le mérite, 9 victoires de suite, tout ce que tu veux et puis les Prochaska comme Rountree ont été déjà battus par Pereira. Si c'est en KDF qui concerne, si tu fais une belle perf, si tu fais un beau finish, tu peux te réinsérer dans la conversation, voire griller la politesse à un Hulberg, surtout pour moi si c'est un Prochaska qui est quand même qui a un côté star aussi, tu vois? Qui a un côté star qu'il a développé avec toute sa mystique aussi autour de lui, samouraï et tout. Donc il y a de l'enjeu sur ce combat-là, Aldric, pour la suite de cette KT. Ah oui, il y a du spectacle, de l'indécision et de l'enjeu comme d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est une soirée exceptionnelle, beaucoup de combats sur cette carte. Sur la main card, l'autre gros combat qui nous intéresse, enfin on en a 2 autres, mais il y a Josh Emmett contre Youssef Zalal, un combat voilà qui peut faire rentrer, Youssef Zalal un peu plus s'imposer dans ce top 10. Je te donne les cotes. Là, elles sont très claires, Aldric. Youssef Zalal, le Marocain, 1,14. Josh Emmett, l'Américain, 3,55. On s'attend à une destruction, enfin à une domination assez nette de Youssef Zalal contre Josh Emmett. Je te vois faire la moue. Qu'est-ce que tu m'en dis? Mais en fait, tu sais, notre boulot d'analyse, d'analyste, de ce que tu veux, il répond sur des faits. Je rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent pas bien Zalal, parce que finalement, il combat, il a beaucoup combattu en 2024 et avant, mais il n'a pas pris des très, très, très gros noms, je vais y revenir. Et du coup, c'est compliqué. Franchement, à part Qatar, c'est compliqué, je vais expliquer. Zalal, il fait un premier run en 2020, Covid, qui se passe très mal. En même temps, premier combat à Topuria, ça n'aide pas à démarrer ton run. Même si c'est son premier combat sérieux. Il avait déjà pris des mecs comme Jaime Hernandez, Austin Lingo et Peter Barnett. C'est des mecs qui sont plus dans le roster aujourd'hui. Premier gros combat, c'est Topuria. Et derrière, ça enchaîne défaite contre Choi, défaite contre Woodson. Euh,
draw contre Damon Blackshear. Et derrière, ça cut. Ça cut, il repart à 0. Il fait un run parfait où il va gagner 2 combats en MMA net, 3 combats en MMA net où il finit. Et ça revient à l'UFC en 2024. Là, il y a un très très beau run, mais Mm. je rappelle qu'il bat Billy Carantilo, Jarno Herrens, qu'on connaît bien parce qu'il a perdu contre Gomis au l'UFC Paris 1, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. Jake Shore et Kelvin Qatar. Alors, euh, attention, hein, aucun manque de respect envers Qatar, ni Jake Shore, qui est un très solide client, qui est l'ancien champion pardon, du Cage Warrior. Néanmoins, pareil, Tiens, William, avec qui j'ai parlé hier soir, en plus par message, il reste un petit peu au centre de la décision, puisque lui, il sort d'une défaite contre Zalal et contre Brito, où il s'était fait, où il avait pris très très cher. Pourquoi je rappelle ce contexte? Parce que Emmett, c'est quand même un step-up au-dessus. C'est quelqu'un qui est très très dur, qui frappe très fort, qui est un très gros contreur. Ok, il a 40 ans. Ok, il n'est pas très très grand dans la KT, mais ça reste un mec qui fait partie d'une très grosse team, la team Alpha Male. Et on sait que il perd que contre des tops. Je rappelle, défaite, je parle et même ça 2018, hein, Alex. En 2018, il perd contre Jeremy Stephens. Je pense que c'est pas les pires, mais défaite en 2023 contre Yair, défaite en 2023 contre Ilya, défaite en 2025 contre Leroy. Liron Murphy, pardon. Euh, c'est fort. Alors pourquoi qu'est-ce qui permet de dire que Zalal a 29 ans, qui arrive sur un excellent run, il va rouler dessus? Moi, je suis pas. Moi, s'ils sont plus forts que moi, parce que je suis pas capable de te le dire, Alex. Je pense beaucoup de bien de Zalal. Je trouve qu'à 29 ans, il a beaucoup progressé. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de relever le challenge? Moi, en tant que fan de MMA, je l'espère, parce que il est dans une meilleure dynamique et Emmett à 40 ans. Mais c'est pas sûr du tout. Moi, je suis pas du tout persuadé qu'il soit capable de rouler sur Emmett, hein. Non, je suis pas sûr du tout. Je suis assez d'accord avec toi. Le... Quand je regardais la coach, j'ai été étonné parce que je me dis soit c'est un truc ouais, vraiment d'âge, c'est-à-dire que les mecs se disent bon, bah, Emmett, en fait, il est fini. Enfin, tu vois, dans leur tête, il est fini. Mais tu as raison, il perd que contre des noms. Il a même battu Bryce Mitchell. Tu peux penser ce que tu veux de Bryce Mitchell, mais il y a une victoire quand même qui est pas si. Ouais, Qui est d'il y a moins de 2 ans contre Bryce Mitchell. Ça tape comme un sourd quand même. Donc, Youssef, on en a parlé quand on a fait cette Jab Culture, on se demandait qui seraient les potentiels challengers des différents champions aujourd'hui à l'UFC. On se disait pourquoi pas s'il fait un run. Et tu as le droit de progresser en effet en MMA, et je pense que par rapport à son premier run, il a beaucoup progressé. Donc j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller. Et je pense qu'il a une chance de passer l'obstacle Emmett. Après, on verra pour la suite s'il la passe. Par contre, ouais, les victoires que tu as jusque-là, Carantillo, ça commence quand même aussi à être sur la fin. Qatar, c'est plus le même Qatar qu'il y a quelques années. De toute façon, Qatar, depuis Max Holloway, c'est plus le même Qatar quand même, hein. exactement. Donc, tu vois, il n'y a pas de Jack Shore solide, tu as raison, mais tu vois, c'est des combattants solides, mais c'est pas l'élite de cette catégorie. C'est pas des tests qui peuvent te dire, OK, il appartient à cette élite-là. Donc, je ne le vois pas si favori que ça, en effet. Et je pourrais le mettre devant et dire que sur la dynamique, sur l'âge et tout, oui, il y a peut-être plus tendance à voter Zalal, mais il nous a pas. Le niveau d'opposition n'a pas été assez grand pour l'instant pour prouver que tu peux être aussi favori contre un Josh Emmett. C'est ça le truc. Exactement. Je rappelle quand même, Emmett, ça reste très solide. Il emmène les mecs à la décision. Il est dur à finir. Oh, il a emmené, bon, Murphy, il a amené Ilya à la décision. Rappelez-vous quand même, et c'est pas si vieux, c'est en 2023. Donc, arrêtons de penser que euh, ce mec est si facile que ça à battre, parce que un 16, là, on est sur un manque de respect total. On est sur un 80-20, voire même un petit peu plus, Alex. Mais qu'est-ce qui leur permet de tirer ces conclusions? Bon, alors ils sont plus forts que moi, mais moi, je vois pas ça du tout. Ou alors c'est une masse de paris, tu sais, qui a fait balancer les trucs, mais sinon en effet, c'est spécial. Comment tu le vois techniquement le combat? Comment tu vois ce match-up-là s'organiser? Il a les armes, hein, quand même, Zalal, parce que Emmett, voilà, on sait que c'est très très puissant et que ça frappe très fort, mais ça a tendance à déclencher, pas pour rien, mais avec les déplacements appropriés, le jeu de feinte approprié, les mouvements de tête appropriés, tu peux faire quelque chose d'Emmett. Parce que hmm, c'est pas une critique, hein, il est sûrement très intelligent, mais au niveau du fight IQ, je le trouve très primaire quand même, avec
un game plan, en tout cas un chemin de victoire qui est souvent similaire. Donc, tu fais le travail correctement, c'est propre sur les déplacements, ça bouge bien la tête et tu te fais pas contrer. Je pense que, et pour ça, il faut ne pas s'enflammer. C'est-à-dire que les combis un peu longs ou téléphonés ou machin, il faut vraiment pas faire de faute parce qu'il t'éteint. Mais il y a un chemin de victoire, c'est évident, hein. Moi, m'aurais demandé mon favori, j'aurais fait un 60-40 pour Zalal, qui a les armes pour bien s'exprimer. Mais un 16, ça voudrait dire que je te dis, Alex, il va lui rouler dessus, il va pas voir le jour. Mais en fait, j'en sais vraiment rien. Parce que, je te dis, il y a quand même une dimension. C'est un mec solide à 40 balais qui s'entraîne encore avec l'élite de la KT. Alpha Male, ça reste une des meilleures équipes au monde. Et je vois pas ce combat si facile que ça. Mais alors, pas du tout même. Et je te le rappelle, parce qu'on t'avait pas précisé depuis le début, on est chez les moins de 66, hein. On est en featherweight avec un combat de top 10. Donc, à voir si Youssef, justement, pourra, ce qu'on se demandait dans ce Jab Culture il y a quelques semaines, s'il pourra passer cette étape-là pour tenter un run pour se rapprocher un peu des sommets de cette catégorie-là. Mais c'est pas gagné d'avance. Ouais, et tu te fais surprendre par un. Ah non. Il te touche clean et flush. Josh Emmett, tu peux faire dodo aussi, hein. Il peut faire dodo aussi, Youssef. Donc, à voir, même si je le mets quand même avec une longueur d'avance. Enfin, dans mon esprit, c'est lui qui doit passer cette étape-là. Dernier combat de la main card, Aldric. Joe Pyfer, l'Américain, qui tente de revenir après avoir chuté sur la marche de Jack Hermanson il y a quelques temps, contre Abus Magomedov, qui lui est très très bien revenu depuis ses défaites, et qui ne sont pas humiliantes loin de là contre Sean Strickland et Caio Borraio, avec trois victoires de suite depuis, dont Michel Pereira dernièrement. C'était en avril. Abus, donc Magomedov, 2,60. Joe Pyfer, 1,30. Je le voyais peut-être un peu plus serré. Après, je peux comprendre que Pyfer soit devant. Par contre, on va être assez clair, Aldric. Je pense que c'est un combat de rentrée de top 15, ça. Pour le mec qui gagne. Alors, déjà, sur le top 15, je suis d'accord avec toi. Pfeiffer, j'en ai parlé moi-même. J'ai dit que pour moi, c'était un espoir de la KT parce il a un jeu très, très dur. Il frappe fort. Maintenant, à 29 ans, en fait, ce qui fait que j'en fais mon favori, c'est la marge de progression. Parce que je reste convaincu qu'ils s'affrontent en 2024. 2024, pour rappel, c'est l'année, c'est le mois de février où il perd contre Hermansson. Je pense que c'est Abus qui gagne en mixant un petit peu, en le mettant sur le dos, en faisant un combat un peu, pas brouillon, mais tu vois où je veux en venir, en neutralisant un petit peu les armes de Pfeiffer, qui sont sa puissance physique et sa puissance tout court d'ailleurs. Là, pareil, là, oui, il bat Barrio, il bat Gastelum. Euh, c'est pas encore hyper convaincant. Donc là, voilà, ça va permettre de voir un gap. On sait que Abus, c'est fort. Comme tu l'as dit à l'UFC, bah, perdre contre Strickland, c'est pas assez loin d'être kata, hein, même pas du tout. Donc il a deux défaites à l'UFC qui sont KO et Strickland. Je pense qu'il y a pire. Donc c'est un très gros test. Et pareil, je pense que c'est un prospect. Mais est-ce que je suis sûr qu'il va passer ce combat? Mais alors pas du tout. Moi, les parieurs, c'est peut-être qu'il faut voir qui fait ses cotes et le prendre comme analyste à ma place, Alex, parce que je te jure, moi, je suis pas du tout convaincu de ça, hein. On demandera aux amis de Wina de nous amener un nouveau consultant. Mais non, je suis pas convaincu non plus. Et il a montré des. C'est pour qu'il y a une raison pour laquelle c'était un prospect qui était à ses côtés, Pfeiffer, parce qu'il a montré, comme tu dis, il a une puissance. Quand il touche, ça fait très, 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 très mal. Et il l'a montré dans plein de combats depuis les contenders, pour le coup. Mais il n'a pas encore montré, moi, il n'y a pas une, tu vois, il n'y a pas une victoire. Gastelum, ça commence quand même à être vraiment compliqué. C'est plus le même qu'avant, loin de là. Donc, tu n'as pas une victoire, tu vois, test ou solide qui me fait dire que il est largement devant un Abus. Et je pense qu'Abus, tu disais en 2024 en mixant, moi je pense que toujours aujourd'hui, hein, en mixant bien son jeu et en évitant, ouais, c'est facile à dire, hein, plus facile qu'à faire, mais en évitant de se prendre le gros coup de Pfeiffer, il peut faire plus que l'embêter. Vraiment. Oui, oui, mais c'est exactement ça le chemin. C'est que au moment où on se parle, à 29 ans, on sait que c'est physiquement un monstre. On sait qu'il est capable il a un KO power. Maintenant, Abu, qui s'entraîne dans une belle équipe en Allemagne, qui est capable de mixer la lutte et la boxe, moi je pense qu'il peut lui poser beaucoup de problèmes. Et je suis même pas convaincu qu'il ne se fasse pas.
amené dans un schéma de décision, il perd 2 rounds sur 3. Donc, pour le moment, c'est un peu tôt. Je pense que Pfeiffer, ça reste un prospect de la KT et il faut le considérer tel quel. Maintenant, c'est pas le même degré d'expérience. On sait que Abu, avec son run au PFL, avec ses combats contre du très très haut niveau, parce qu'on sait que ça a déjà affronté du Sedi Boussi, du Strickland, du Caillot, du Stolfus. euh, c'est un mec qui a quand même ou Malatov. Donc on sait que c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. De là à ce qu'il soit capable de gagner 2 rounds et à résister à Pfeiffer, moi je l'envisage tout à fait. Et Aldric, pour le clin d'œil, puisqu'on devait avoir sur cette carte Ozzy Diaz. Ozzy Diaz, c'était celui qui avait affronté Joe Pfeiffer au Contender Series il y a quelques années pour faire rentrer Joe à l'UFC. Et il devait affronter Ateba Gauthier sur cette carte, mais forfait de Ozzy Diaz. Donc finalement, Ateba Gauthier sera bien sur la carte contre Treston Vines, l'Américain. J'ai passé un truc sur les réseaux, ça m'a fait marrer, Aldric, où les mecs disaient, je pense qu'il y a plus d'un mec en moins de 84 qui ont mis leur téléphone sur ne pas déranger, tu vois, ou sans sonnerie quand ils ont su qu'Ateba Gauthier avait besoin d'un adversaire en short notice. Quand tu vois, comme il frappe comme un sourd, ça devait pas se bousculer méga au portillon pour venir se prendre Ateba à quelques jours de l'événement, non? Ah ben, en plus, c'est bien que tu me dises ça parce que j'ai reçu des messages Twitter super sympas de gens qui pensaient que j'avais pas l'info et qui me disaient: «Oh, regarde, il y a un spot pour Virgile». Non, en fait, on peut pas, les gars. Je vais vous expliquer en 2 mots et c'est bien de faire juste une petite explication là-dessus. Sur ce genre d'événement, il faut un visa. Donc, je vais être un peu méchant, mais méchant, pas méchant, mais c'est le fight, de toute façon, c'est impitoyable avec Treston Vin. Je pense que Virgile le bat avec une bronchite. Voilà, je vais être très honnête. Je pense que Virgile, avec une angine blanche, il bat Treston Vince, qui a des résultats à haut niveau, hein, je parle, assez moyens, puisqu'on sait qu'au LFA, il était à 0-1, il a perdu. Et pareil, son avant-dernier combat, il a battu un mec qui avait 0,7, 0,8, Alex, qui s'appelle Ratavius Thrasher, qui porte bien son nom, hein, Ratavius, et qui a 0,8 au moment où on se parle. Donc, c'était un combattant qui est très courageux parce qu'il va se prendre à Théba Gauthier dans la tête et je pense qu'il va finir à l'hôpital avec, avec Jiri et Khalil. Sauf que lui, il sera peut-être inconscient et pas sous perf, mais il avait un visa. Voilà pour la petite histoire. Et même si c'était un combat très difficile, si on avait pu postuler avec Virgile, on l'aurait pris, tout simplement. Sauf que pour nous, Français, il faut au moins compter 3 semaines pour avoir un visa. Et du coup, ça nous exclut d'être dans la liste des sélectionnables pour des short notice. Voilà, c'était pour l'explication. Maintenant, mon explication va euh, faire place à un pronostic, Alex. Je pense qu'Ateba va finir ce combat dans le premier round et je vois aucun chemin de survie à part de rentrer avec une arme pour Treston Vince. Ah, je te suis 100%. Enfin, je pense que voilà, on va assister à une nouvelle destruction signée Ateba Gauthier. Ce qui est bien, ça va lui faire un highlight de plus, ça monte la hype, ça continue de monter son profil. Voilà, et on l'espère dans des plus gros combats très vite. Mais on en a parlé déjà quand on a fait notre émission sur les middleweight. C'est un prospect avec beaucoup de talent, qui a un avenir qui peut vraiment être radieux. Et je pense que ouais, on va assister à une démonstration de Ateba. Et pour compléter ce que tu disais, en effet, c'est pour ça que les Européens, bah, on va être plus sur des. Nous, on pourra prendre les short notice quand c'est dans des événements en Europe, quand c'est dans des événements à Abu Dhabi, à Dubaï, au Qatar. Ça va être beaucoup plus simple que quand c'est les événements aux États-Unis, où obtenir le visa, vous le savez, c'est quand même beaucoup plus compliqué à ces niveaux-là. Donc, c'est ce qu'empêche, en effet, ces short notice pour nous ou pour quelqu'un comme Virgile. Mais on espère là, très vite, bien sûr, avoir Virgile à l'UFC. Et pour la petite info, comme ça vous fait un petit premier teasing, Virgile Hogan sera un des invités de Grand End Talk numéro 4 qui sera bientôt en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc vous aurez une belle discussion dans nos studios niçois avec Virgile qui nous parle de la suite et de ses envies, bien sûr, on les connaît, d'UFC. Aldric, il y a des autres beaux combats hein, sur la prélim, parce que là, on a dit on pense à une démonstration d'Ateba, mais il y a des combats qui sont très très fun. Je pense à Edmen Shabazian, André Muniz, Farid Basharat, Chris Gutiérrez, Pachimix qui revient contre Jakub Viklas. Duquel tu as envie de commencer à parler? Bah, je parlais de Sabazian quand on a fait le Jab Culture sur les middleweight où on était matchmaker.
Et je trouve que il faut pas l'enterrer. Même si on l'a vu surclassé par un Assourdine, on a vu qu'il était dans une très mauvaise passe à cette époque, parce que je rappelle un peu de contexte. Euh, à l'époque de Nassourdine, il perd contre Broxson, contre Derek Bronson, il perd contre Jack Hermanson, il prend Imavov et il s'est finir au round 2. Derrière, il bat l'ancien champion de l'EFC en Afrique du Sud à l'époque de Dricus et de Manon Dalsa Lugambala. Et ça repère contre Anthony Fluffy Hernandez, cher à notre cher Alexandre Rabinet. Et derrière ça, même si ça a reperdu contre Merchert, moi j'ai trouvé des progrès. Je trouve qu'à 27 ans, il revient euh, dans un niveau très intéressant. Depuis qu'il travaille au Extreme Couture, ça progresse. Et on va savoir où il en est, parce que Mounis, c'est un vieux de la vieille. C'est un solide mec. André Mounis, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Il a 35 ans. Je crois qu'il a fait plusieurs passages au Contender Series depuis 2018 et 2019. Donc, ça ne date pas d'hier. On l'a même vu, euh, euh, ouais, je crois 2 fois au Contender Series, s'il ne dit pas de sottises. Et derrière, il est à l'UFC depuis 2019. Donc, voilà, solide client qui s'est incliné contre des Allen, des Paul Craig, des Ikram Alisterov. Mais ça va nous donner une idée du niveau où on est Shabazian. Est-ce que on peut compter sur lui comme un prospect de la catégorie qui va, dans les années à venir, rentrer dans le top 15 ou pas? Bah, ça nous donnera déjà une première info. Donc, ce combat est très intéressant, effectivement. Ouais, puis tu parlais de cette période où il y a eu la défaite contre Nassour aussi. Il en avait parlé, hein, il avait dit dans son camp, ça allait pas, dans la vie perso, ça allait pas. Enfin, c'était pas la meilleure des périodes pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est intéressant de le voir opposé à ce test. André Muniz, comme tu dis, ça reste, c'est de l'expérimenté, c'est du solide. Donc, c'est le genre d'étape que tu dois passer pour voir si tu peux aller te titiller au mec plus haut dans ces catégories-là et qui commence à flirter avec les classements de top 15. Donc, hyper intéressant de voir ce combat pour Shabazian. Moi, j'aime bien aussi le Bacharat Gutiérrez, il est cool. Hein. Pareil de Bacharat, toujours invaincu. Mais Alex, euh, Bacharat Gutiérrez, il est cool et il est surtout euh, riche d'enseignements. Moi, depuis le départ, quand j'en avais parlé avec Taylor au téléphone, je lui avais dit, tu peux le battre. Et je suis persuadé que Taylor pouvait le battre. Mais c'est un des mecs les plus forts qu'on peut te mettre. Et pour moi, il était déjà top 15 au moment où Taylor est tombé dessus. Top 15. Pourtant, on parle d'une KT qui est vraiment partie des meilleurs à l'UFC. Et avec ce 13-0, bah, ça commence à me donner raison, cette histoire. Même si effectivement, il y a beaucoup plus de soumissions et de décisions que de TKO. C'est pas un mec super, super spectaculaire. C'est un mec très, très solide. On sait que Taylor, il est costaud pour la KT. Et vous avez vu le gabarit de Bacharat qui est presque à 1m73. Donc, en phaser, c'est costaud. Il est à ATT maintenant. Et je trouve que ça lui va bien, ATT. Et là, par contre, on va vraiment savoir si c'est un futur top de la KT ou pas, parce qu'en face, c'est Gutiérrez qui est pareil, à 10-3-1 à l'UFC, donc hyper, hyper solide. Et c'est le combat euh, qui va répondre à beaucoup de questions. Moi, je pense que Bacharat va gagner, mais c'est pas, c'est un combat qui reste très serré. Hein, et C'est un combat qui reste très serré. t'es pas très loin, à mon avis, Eldrick, de pareil. Tu vois, on disait ça tout à l'heure, mais pour un Bacharat, tu passes aussi Gutiérrez. Tu vas pas être très loin du top 15 hein, en 135, en moins de 61, vu son run, vu ce qu'il fait. C'est, on y sera. On y sera ou pas loin. Ouais, puis moi je te dis, depuis le départ, je l'avais dit à Taylor. Hein. On pourra lui poser la question quand on l'aura dans l'émission. C'est un futur top 15, je le savais depuis le départ. Et c'est solide, c'est complet, il mixe très bien, il fait du vrai MMA. Et il est intelligent dans sa façon de gagner ses rounds. C'est très fort. Hein, Bajarat, c'est très fort. et c'est littéralement, tu sais, ce qu'on dit parfois, tiens, lui, il lui en mis un bourbier. Pour Taylor, ouais, il lui avait mis un bourbier, c'est-à-dire un mec qui avait un niveau bien supérieur à ce qu'était sa réputation à l'UFC et ou son classement Fight Matrix, par exemple, de l'époque. Et je pense d'ailleurs encore aujourd'hui qu'il est plus haut que ce qu'on imagine ou ce qu'on voit sur le papier. Donc moi aussi, j'ai plutôt Bacharat en tête. Puis j'ai bien envie de le voir, parce que derrière ça, s'il rentre pas top 15, comme je dis, je pense que par contre, il mérite un top 15, tu vois. Une fin de top 15 en prochain adversaire s'il passe Gutiérrez. Et là, ça va commencer à devenir très intéressant parce que c'est un mec qui, tu dis top 15, mais même je peux assez facilement me dire que c'est un mec qui va aller dans le top 10 dans cette KT qui est, comme tu dis, une des plus denses
est compliqué à l'UFC, les 135. Ouais, mais pour te dire ça, moi j'ai besoin de voir Gutiérrez justement. Contre un mec qui a de l'expérience, qui a une quinzaine de fights à l'UFC. Je te dirais après derrière si c'est plutôt top 15 ou top 10 en fonction de la facilité avec laquelle il va poser des problématiques à Gutiérrez. Et j'en parlais, Pachimix, hein. Pachimix qui est de retour, qui faisait, on s'en souvient, l'ancien champion du Bellator et qui avait débuté à l'UFC avec cette défaite contre Mario Bautista. Il faisait partie de cette liste où on disait, voilà, quand ils arrivent à l'UFC, bah, c'est le level au-dessus, hein, c'est le sommet de la pyramide, donc les débuts sont parfois compliqués. Et qui revient contre Jakub Vikslas. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de Pachimix? On attend un rebond, hein, de toute façon, Aldric. Je pense qu'il doit se relancer. C'est dur de commencer par une défaite à l'UFC, mais Pachi, il a du talent. Ça ne s'est pas évaporé. Ce qu'on voyait dans la cage, c'est toujours là. Et maintenant qu'il s'est un peu plus habitué t'en parles souvent, à l'environnement aussi de l'UFC, qui est tellement une grosse machine que quand tu arrives, des fois, tu te prends aussi la claque de tout ça, de ça vit une fight week, les approches de combat, la pression que tu as en étant dans la grande ligue. S'il arrive à un peu se libérer de ça, je pense que Jakub, c'est une étape qui doit passer Pachimix. Il a le talent pour ça. Ben, alors, Pachimix, on ne va pas revenir dessus. On sait que c'était peut-être un des mecs les plus forts en dehors de l'UFC et qu'on a quand même été assez refroidi de ses débuts, même si je demande à voir. Là, ils lui ont mis l'ancien champion du KSW, fait partie de la team de Johanna. On voit Johanna hyper active en ce moment dans le matchmaking et dans le management. Je ne sais pas si elle est en train de se réorienter au niveau de sa carrière, mais c'est rigolo, les femmes sont en train de prendre un peu le pouvoir à l'UFC. Je pense notamment à Claudia Gadel qui s'occupe de l'UFC BJJ, qui est une très grande entrepreneuse, en plus d'être une ancienne combattante et une ceinture noire. Et là, on voit Johanna très active dans le gang des Polonais. Elle en signe pas mal, dont Jakub, donc l'ancien champion du KSW. Euh, Stylistiquement, c'est effectivement à l'avantage de Patrick qui devrait briller, parce qu'on sait que les Polonais, c'est des mecs qui mixent beaucoup et que très dur à mixer. Patrick mixe et surtout, il a des réponses très fortes, guillotine, clé de nuque, un sol très affûté. Donc, c'est pas la meilleure personne avec qui il faut mixer. Donc, effectivement, le match-up sur le papier, il est fait pour faire briller Patrick. Mais tu as raison, j'allais y aller aussi sur ça, c'est que Pachi qui a été accueilli par Bautista sur une défaite à l'UFC, là, il joue le rôle inverse. C'est-à-dire que maintenant, lui, c'est lui qui accueille Jakub, qui arrive du KSW, c'est sa première, ses débuts à l'UFC, ancien champion là-bas, donc ça reste quelqu'un de solide. Mais tu as raison, j'ai déjà vu Jakub combattre, j'ai déjà vu Pachi combattre. C'est en ça que je disais, je pense que Pachi a les armes, enfin, selon moi, il a les armes pour passer ce genre d'étape, et c'est important de lancer son run. Après, bah, Jakub, il a rien à perdre non plus, hein. Il arrive à l'UFC, il est là pour se faire les dents et essayer de monter dans cet orga. Donc, à voir, mais c'est un combat qui m'intéresse aussi. C'est un combat que j'ai envie de voir. Tu vois, j'ai quasiment envie de voir tous les combats sur cette carte, Aldric. Ah non, mais Alex, soyons honnêtes, c'est pour ça qu'il fallait une deuxième émission. Le vendredi et le samedi, ces fight cards sont exceptionnels, sincèrement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quasiment tous les combats ont euh, un sens, que ce soit d'un point de vue stylistique ou d'un point de vue classement. Euh, Il y a rien à acheter, hein. Franchement, sur les deux cartes, c'est quasiment rien à acheter. Ah, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme tu dis, bah, toi, ce sera vendredi après-midi et moi vendredi soir. Et puis, toi, ce sera samedi soir et moi dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, ce sera avantagé pour ça côté UFC. En tout cas, voyez, hein, vous comprenez, Eldrick Cassata, même de l'autre côté de l'Atlantique, en prépa pour maintenant, bah, il continue de se farcir toutes les cartes de MMA pour pouvoir en parler avec vous sur Jab Life. La passion, elle nous quitte pas, même quand on prend l'avion, Eldrick. Bon, ouais, vous restez long. Je voulais te finir avec ça, juste pour voir en organisationnel avec toi, pour que nos auditeurs soient au courant. Vous partez pour Vancouver quand? Vous restez à Montréal jusqu'à quasiment dernier moment? Ouais, on va partir le lundi de la Fight Week, je pense, le lundi après-midi. Euh, c'est quand même loin à Vancouver, c'est à 5 heures d'avion. Donc voilà, je pense qu'on partira le lundi, vraisemblablement le lundi 13. Dans l'intervalle, on va rester là. La prépa se passe très bien. Il y a la richesse du Tristar avec le Boxing Swap, puisque là, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Comme ceux qui ont pu voir mon Instagram, ben, elle faisait des drills avec Théo. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Le petit Théo, d'ailleurs, qui prépare aussi un combat au duel fighting, donc qui repart lui samedi. Comme ça, il peut aller finir
tranquillement et se reposer parce que là, il a fait un camp, il va être très affûté, mais il a aussi, suivi le rythme de Manon, et crois-moi, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il est temps pour lui de décrocher, sinon il va revenir avec plus de fatigue qu'autre chose. Mais voilà, c'est hyper intéressant, même pour moi en tant qu'entraîneur, Alex. Tu sais que c'est bien d'être flatté, de dire: «Tu fais partie du top, des meilleurs entraîneurs, européens», machin, mais c'est en échangeant, que tu progresses avec, je le disais, tu vois, des mecs comme Ryan Hall, pardon, bien sûr Firas, heu, des mecs comme Georges Saint-Pierre et voilà, il y a toute cette richesse ici qui fait que je peux échanger, parler un petit peu de mes stratégies, d'un paquet de choses, donc c'est hyper intéressant. Et ne pensez pas que vous n'aurez pas de news, avant mon retour. Il y en aura. Je reçois vos questions. Alex est au courant, je le prends à témoin. On est en train de faire beaucoup de choses. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on parlera de mon périple au Canada, de l'actualité, mais aussi d'une nouvelle salle. Heu, donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas tout vous dire. C'est long. C'est pas facile aujourd'hui de faire des structures, qui flirtent avec les 1000 m² et avec des projets qui sont à plus d'un demi-million d'euros, mais petit à petit, on aura de quoi vous annoncer et on vous donnera des infos là-dessus aussi. Voilà, ça c'est pour ceux, Alex, qui sont restés jusqu'à la fin. Je le vois en première main et je peux vous assurer que monsieur Cassata charbonne sur ce projet. Quand je dis jour et nuit, c'est pas pour la métaphore, c'est littéralement jour et nuit et ça va être cool quand il y aura des choses à annoncer et c'est un gros projet qui est en train de se monter, du côté de Nice, du côté de chez nous. Merci Eldrick, tu seras encore avec moi, là je t'ai mis en visio parce qu'il fallait qu'on sorte l'épisode vite, peut-être que je te mettrai dans la télé la semaine prochaine. Quand tu es au Canada, je fais ce que je veux avec toi Eldrick Cassata, je te mets dans la télé ou dans la visio. Fais de moi ce que tu veux, Il nous, man- il nous fais-moi manque juste plus de moi. Justine. Il nous manque juste Justine parce que quand on est en visio, on n'a pas besoin de Justine. Mais je sais qu'elle sera là quand tu seras de retour. Merci beaucoup, Aldric. Plein de force à Manon, à toute l'équipe, bien sûr, au Canada. Nous, on se revoit lundi pour Aldric NRB où on débriefera cette UFC 320 et ce PFL avec Hughes, Nurmagomedov. Et puis la semaine prochaine également, un Jab Culture depuis le Canada jusqu'à ce qu'Aldric soit au Canada. On continue, bien sûr. On ne rate pas nos rendez-vous réguliers ensemble sur Jab Life. Merci beaucoup. Salut à tous et à très vite sur Jab Life. Ciao, ciao.